Comme toutes les disciplines, l'endodontie est rythmée par des effets de mode. Parmi ces effets de mode, certains sont éphémères, d'autres s'installent dans le temps. Si aujourd'hui j'aborde l'intérêt d'utiliser un matériau de la famille des biocéramiques pour obturer un canal, c'est que je considère qu'il y a de fortes chances pour que cette innovation marque un tournant dans le domaine de l'endodontie. Nous n'aborderons ici que les matériaux d'obturation canalaires faisant partie de la famille des biocéramiques. Nous n'aborderons pas, par contre, toutes les autres indications qui sont nombreuses. Le terme biocéramique nous renvoie à la notion de famille de matériaux et non pas un matériau uniquement. Cette famille regroupe toutes les biocéramiques qui ont un effet biologique. Le minéral trioxyde agrégate, dérivé des ciments de Portland, fait partie de cette famille. Récemment, cette famille de matériaux s'est vue enrichie par des nouveautés synthétiques de la famille des silicates de calcium. Parfois appelés biosilicates, en allusion à leurs effets biologiques induits, on en dénombre encore peu sur le marché dentaire en dehors de la famille des minérales trioxyde agrégate ou MTA. Alors qu'ils étaient plutôt destinés à l'obturation des cavités à rétro, au coiffage pulpaire ou encore au traitement des perforations, de nouvelles formes galéniques sont récemment apparues sur le marché. Plus fluides, elles sont dorénavant destinées à l'obturation canalaire. En France, 2 laboratoires distribuent des matériaux d'obturation canalaire. La société FKG distribue quant à elle le TotalFil, fabriqué par la société américaine Brasseler, et la société Septodont qui fabrique et distribue le BioRoot RCS, qui est une évolution de la biodentine. Ces matériaux ne doivent pas être considérés comme des seuls ciments de scellement ou ciments d'obturation, mais bien comme des matériaux d'obturation à part entière. Contrairement aux techniques conventionnelles, où le ciment fluide scelle la gutta aux parois dentinaires, les matériaux de la famille des biocéramiques sont utilisés quant à eux pour obturer le canal dans sa totalité. Le cône de gutta-perca, qui est utilisé en complément, ne l'est que pour 2 objectifs. Le premier, c'est faciliter la mise en place du matériau dans le système endodontique. Et le second, c'est d'autoriser la désobturation du canal en cas de nécessité de retraitement. Considérer ces matériaux comme des matériaux de remplissage est pour le moins un véritable changement dans nos mentalités. Alors que cela fait des années que nous expliquons que la technique monocône ne remplit pas les objectifs attendus, doit-on considérer aujourd'hui que ce n'est plus le cas? Eh bien non, c'est toujours le cas. La technique monocône, qui consiste à sceller un cône dans un canal avec un ciment de scellement, est toujours considérée comme inadéquate. Par contre, l'obturation du canal avec un matériau stable, sans contraction ni dilatation de prise, et adhésif aux parois dentinaires, est effectivement une technique que nous devons aujourd'hui considérer comme recevable. Dans cette technique, il y aura, comme pour la précédente, un cône au sein de l'obturation. Mais dans ce cas précis, il n'est pas utilisé comme matériau d'obturation. La différence est subtile, j'en conviens, mais elle est majeure. Qu'en est-il du retraitement ou de la désobturation en cas de retraitement? La désobturation est possible. Nous l'avons testé sur 120 canaux en comparant la possibilité de désobturer des canaux obturés avec un eugénate et des canaux obturés avec du BioRoot RCS. La conclusion était que le matériau n'avait aucune influence sur la possibilité de désobturer un canal et de retrouver la perméabilité. La raison pour laquelle cela est possible est liée au fait que les biocéramiques ne sont pas nécessairement extra dures. En l'occurrence, la dureté du matériau est très inférieure à celle de la dentine. La désobturation est donc techniquement possible. Est-ce que ces matériaux permettent de répondre à toutes les situations? En fait, aucune technique ne permet de répondre à toutes les situations cliniques. Dans le cas où l'anatomie canalaire est très complexe, par exemple avec la présence d'isthmes, de canaux en larmes, des canaux en C, etc., le choix d'une technique qui permet de mieux capter l'anatomie sera alors préféré. Les techniques de gutta chaude ne sont donc pas pour autant obsolètes. Par contre, ces matériaux ne devront pas être utilisés comme ciment de scellement seul dans les techniques faisant appel à un réchauffement de gutta-perca. En effet, ces matériaux étant très sensibles au degré d'hygrométrie, le simple fait de le chauffer leur fait perdre des propriétés d'adhésion
à la dentine, ce qui serait préjudiciable pour l'étanchéité à long terme. Parce que ces matériaux ont des propriétés spécifiques, elles apportent quelque chose d'intéressant à notre discipline. Les considérer comme intéressantes nous oblige à sortir de notre zone de confort. Mais nous faut, nous, endodontistes, et souvent très conservateurs, sortir de notre zone de confort pour permettre à tout le monde d'en gagner du confort et de la sérénité dans son exercice. Personnellement, je suis preneur. Attention, pour utiliser correctement ces matériaux, il convient vraiment par contre de se former à leur utilisation et surtout de bien comprendre comment ils se comportent, comment ils s'utilisent, quelles sont leurs limites, etc., etc. Si l'acte technique est simple, l'erreur serait de penser qu'il suffit de lire les conseils d'utilisation du fabricant pour les utiliser. Ne pas se former, c'est risquer de faire des erreurs et de ne pas obtenir les effets escomptés. La compréhension de nos actes est une véritable pierre angulaire du succès thérapeutique. Donc, en conclusion, l'essentiel est là, mais je vous invite vraiment à approfondir la question en vous formant avant de l'utiliser sur vos patients. Merci et à très bientôt.